BDO. Moi, j'ai toujours beaucoup de distance quand je sens qu'à un moment, le dirigeant devient presque plus connu que l'entreprise. Par définition, il faut savoir être très opportuniste. Il faut être là au bon moment, dans le bon timing. Ça m'a amusé de me retrouver dans une situation où je devais surjouer l'assertivité pour embarquer. Je suis intuitif et je fais confiance à mon intuition. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Monjotin, le président exécutif du groupe Socotec. Hervé est diplômé de l'École nationale supérieure, agrégé de sciences sociales et titulaire d'un master ESCP. Il débute sa carrière en 1989 dans le conseil chez Bossard Consultant, devenu aujourd'hui Capgemini Consulting. De 1995 à 2015, il rejoint le groupe Norbert d'Entresangles, dont il a été président du directoire en 2012. En 2015, il rejoint le groupe Socotec, un groupe mondial spécialisé dans le conseil en maîtrise des risques et en amélioration des performances dans le secteur de la construction, de l'immobilier, des infrastructures, de l'industrie, des ENR et du nucléaire. De 2017 à 2022, le groupe Socotec a fait l'objet d'une profonde transformation qui l'a emmené de 500 à 1,2 milliard de chiffre d'affaires et de 5 000 à 11 500 collaborateurs dans 26 pays. C'est donc un grand dirigeant que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Hervé. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On va parler de toi, on va parler du groupe Socotec, de ta vision du marché, des grands enjeux pour ton groupe. Mais donc tout d'abord, je te propose de parler de toi, peut-être tes origines. Tu viens d'où, Hervé ? Moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai 58 ans. Donc je suis un enfant de la bourgeoisie, on va dire. Ouais. J'ai fait des études, je suis passé par les classes prépa. Rien de très original là-dedans. Pour quelle raison ? C'était une logique. Une voie, oui, c'est un peu une logique d'excellence scolaire, comme on la pratique souvent en France. Et puis aussi parce que depuis l'origine, moi, mes centres d'intérêt, ils étaient autour de l'histoire et de la géographie, qui a toujours été ma discipline. Voilà, je pense que chacun d'entre nous a une espèce de colonne vertébrale intellectuelle. La mienne, c'est celle-là, en fait. Et l'école dans laquelle je suis rentré, de ce point de vue-là, pratiquait une forme d'excellence qui était assez attirante et fascinante. Ce qui est un peu moins habituel, c'est que c'est une école qui prépare à des carrières académiques ou à des carrières dans la haute fonction publique. Il y a eu quelques prestigieux normaliens. Elle prépare pas tellement à l'entreprise, en fait. Donc, pour revenir à ta question, l'entreprise n'était pas très présente dans mon environnement familial. Elle est venue à moi finalement un peu à travers ma première expérience professionnelle qui a été assez fondatrice de ce point de vue-là. Tes parents faisaient quelque chose ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mon père était cadre sup dans l'entreprise, mais il se trouve que le personnage dominant était plutôt ma mère, qui m'amenait plutôt dans cette pente académique, haute fonction publique, etc. L'entreprise n'était pas très présente. J'ai probablement aussi reçu en héritage toute une lignée d'officiers de marine, enfin tout ce qui vient d'une lignée d'officiers de marine. Et finalement, je me rends compte que ça a peut-être plus compté que ce que j'imaginais. C'était assez présent, vous voyez, le sens du service et un peu du commandement, d'une certaine manière. Alors ça va être très intéressant pour la suite, justement, notamment sur le leadership. Qu'est-ce qui t'amène dans le conseil ? Comment tu arrives chez Bossard, donc en 89 ? Au départ, c'est plutôt des choix négatifs. C'est-à-dire, je me retrouve à l'école normale supérieure plutôt jeune. Tout le monde vous dit c'est formidable. Mais assez vite, vous vous rendez compte que c'est une école qui prépare à des carrières académiques qui n'étaient pas du tout ma vocation. Ça, j'en suis rendu compte quasiment tout de suite. Donc la question, c'est, bon, ok, ça, je veux pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Assez classiquement, à l'époque, la logique était plutôt d'enchaîner les concours, l'ENA, etc. Et puis, j'avoue que j'en ai eu un peu marre des concours après l'agrégation, qui demandent pas mal de travail à un âge où vous avez plus tellement envie de ça, 22, 23 ans. J'ai fait un master à l'ESCP qui a été une première transition vers le business. Et un peu au hasard de cette formation, j'ai vu passer une proposition de stage dans un cabinet de conseil. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais même pas ce que c'était que le métier de conseil, si vous voulez. C'était vraiment... Je n'étais pas du tout formaté comme... je vois mes enfants certains d'entre eux sont passés par des écoles de commerce. À 21 ans, c'était des machines de guerre, du CV, etc. Moi, je n'étais pas du tout ça. Voilà, conseil, tiens, ça a l'air marrant. Et je vais dire un mot sur Bossard, qui a été une formidable boîte de conseil. Dans les années 90, en fait, il y avait deux grandes firmes de conseil qui avaient pignon sur rue. C'était Arthur Andersen et Bossard Consultant, qui faisaient ce qu'on appelait du conseil en organisation. Et puis, le conseil en stratégie, donc les McKinsey, BCG, en fait, étaient beaucoup, beaucoup plus petits. Très prestigieux, mais
Je pense qu'à l'époque, ils employaient chacun 50 personnes en France. Et en fait, Bossard était une entreprise qui avait une richesse humaine incroyable et qui a pensé un peu avant tout le monde la question de la conduite du changement. C'est-à-dire comment on embarque les hommes et les femmes de l'entreprise au-delà d'un raisonnement analytique rationnel. Et il y avait dans cette entreprise de conseil quelqu'un d'assez génial, Jean-Christian Fauvet, qui avait développé une approche qu'on appellerait de la sociologie des organisations, mais très pratique, qui s'appelle la sociodynamique, qui a formé des générations de dirigeants en France, patrons d'usines, etc., qui ont en gros aidé les ingénieurs à mettre un peu en carte et en équation la matière humaine qui leur paraissait incompréhensible, voire, passez-moi l'expression, un peu indémerdable. Donc c'était une espèce des grilles de lecture qui avaient la puissance, vous savez, de la matrice du BCG que tout le monde connaît, voilà, produit Vachalet, etc. Et ce Jean-Christian Fauvet arrivant à la soixantaine, et ayant amené énormément de business à Bossard, en fait, les associés de Bossard cherchaient des profils un peu décalés par rapport à ce qu'ils étaient habitués à recruter pour les mettre dans son sillage. Donc voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, un Norbalien qui est passé par une école de commerce, qui a fait des sciences sociales, et est-ce qu'il peut venir prendre le relais un peu de ce qu'avait fait ce Jean-Christian Fauvet, qui est arrivé à la soixantaine. Et c'est comme ça que j'ai croisé le monde du conseil, en fait, au départ. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce monde du conseil? Je dis ça, enfin, je pose souvent la question aux dirigeants que je reçois et qui sont passés par le conseil. C'est un peu intéressé aussi, parce que je presse pour ma paroisse du conseil. Comment est-ce que tu vois cette expérience dans le conseil? En quoi ça t'a servi derrière? En fait, pour moi, il y a eu 2 énormes bénéfices. Le premier, c'est que je ne connaissais pas l'entreprise. Et c'était encore une époque où vous pouviez facturer des gens, je dirais, à la tête bien faite, mais fondamentalement qui amenaient juste du mode projet dans les entreprises. Et donc, finalement, vous appreniez dans un délai très resserré énormément de choses par capillarité, quoi, sur l'entreprise. Et moi, en 2-3 ans, en fait, ça m'a complètement immergé dans le monde de l'entreprise. Donc, pour moi, ça a été une découverte. J'ai vu que ce monde-là me correspondait profondément, ce qui n'était pas évident au départ. Puis, deuxième chose, vous développez les qualités classiques qu'on développe dans le conseil, c'est-à-dire une capacité d'analyse, une capacité de synthèse, une capacité à faire le tri entre ce qui est un peu secondaire et ce qui est essentiel, et puis une capacité au-delà de bien raisonner, à embarquer en fait vos clients. Alors je trouve la grosse différence avec le conseil tel que je le vois aujourd'hui à travers la génération de mes enfants, c'est que il y a maintenant la puissance de la data, on va dire. Les consultants sont des Mozart de l'Excel, etc. Je trouve qu'il y a moins le côté immersion chez les clients qui vous faisait développer énormément de soft skills qui avaient en fait beaucoup de valeur. C'est-à-dire que quand vous allez travailler dans des usines, dans des univers administratifs, que vous avez à la fois été exposé à des directions générales, mais aussi à des chefs d'équipe, voire des représentants syndicaux, parce que moi je travaillais plutôt sur des sujets sociaux, vous apprenez à vous comporter dans des environnements extrêmement, extrêmement variés. Et ça a eu beaucoup, beaucoup de valeur pour moi. Qu'est-ce qui te fait quitter le conseil et donc retourner dans l'entreprise? En fait, le conseil est un métier que j'ai adoré. Tous les anciens de Bossard ont ce lien affectif avec cette entreprise qui aurait pu être, si vous voulez, qui aurait dû être même le Roland Berger français. Et s'il y avait eu d'autres choix de direction générale à l'époque, ils étaient sur cette trajectoire. Une formidable entreprise de conseil française, pas anglo-saxonne. Donc peut-être un peu moins process-driven à l'époque et avec probablement plus de contenu. Donc j'ai adoré cette entreprise et ceux qui l'incarnaient. J'étais vraiment très bien. J'ai appris énormément par compagnonnage. Étant passé jeune manager, c'est un métier qui me correspondait bien. Voilà. À ce moment-là, vous posez la question, est-ce que je vais faire ma vie dans ce métier du conseil ou est-ce que je vais rejoindre l'entreprise sur des fonctions plus opérationnelles? Et moi, j'avais vraiment envie de la deuxième option, par curiosité. Et le hasard a fait que mon chemin a croisé celui de Norbert d'Entresangles. J'avais 30 ans, lui il avait 40 ans, on avait 10 ans d'écart, 11 ans d'écart, je sais plus. Et c'est une histoire de rencontre, il y avait zéro chance que l'on se rencontre. Moi voilà, je suis un enfant de la bourgeoisie, passé par les grandes écoles, le conseil à Paris, etc. Norbert d'Entresangles, lui, c'est quelqu'un qui a grandi en Rhône-Alpes, à la campagne, qui a repris la toute petite boîte de transport de ses parents. Enfin, vous voyez, donc il n'y avait aucune chance que nos trajectoires se croisent. Elles se sont croisées et c'est une histoire de rencontre professionnelle. C'est une connexion qui s'établit immédiatement et qui m'a donné envie de les rejoindre. Tu l'as rencontré dans quelles circonstances? Alors, j'ai rencontré Norbert parce que lui son entreprise à l'époque faisait de mémoire 300 millions d'euros, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était une belle ETI de transport international qui était sur le point de rentrer
en bourse, qu'on appelait à l'époque le second marché. Et Norbert d'Entresang se posait à la fois des questions sur son organisation par rapport à la croissance et sur la stratégie sociale, à une époque où le secteur commençait à devenir assez conflictuel, peu avant les grandes grèves qui ont bloqué la France. Les gens, on s'en souvient pas, mais il y a eu plusieurs années où il y a eu des grèves des mouvements un peu explosifs de camionneurs qui ont bloqué la France. Donc, c'était une mission de design de l'organisation et stratégie sociale. Et il a appelé Bossard parce que Bossard a été plutôt réputé sur ce créneau-là. J'étais manager, j'ai vendu la mission et puis je l'ai menée et au bout d'un mois, il m'a dit... D'accord, donc t'es parti chez un client, quoi. Ouais, mais ce qui arrive souvent... c'est pas si fréquent, quand même, en fait. dans le conseil. Faut être là au bon moment, dans le bon timing pour l'entreprise. Et je me souviens, c'est marrant parce que j'étais basé à Paris et à l'époque, Norbert d'Entresang était dans la Drôme, donc à 80 km au sud de Lyon. On parlait de l'entreprise drômoise et donc il me propose de les rejoindre. Et là, je vais voir le patron de Bossard, qui était un polytechnicien haut en couleur, qui me dit « Tu fais une énorme connerie, qu'est-ce que tu vas faire chez un transporteur de la Drôme ?» Sous-entendu, je pense qu'il se représentait le Norbert Entresang comme un espèce de chauffeur en Marcel, quoi, ce qu'il n'était pas du tout à l'époque. Et à l'époque, quand on quittait le conseil, on rejoignait plutôt les gros corporates, Renault, Danone, voilà. Donc, c'était pas si fréquent de rejoindre une entreprise, une ETI. Et c'est un choix qui a été fondateur pour moi parce que j'ai rejoint d'abord une dynamique, en fait, d'une part, qui a été formidable. J'avais pas prévu d'y passer 20 ans, hein, mais c'était une dynamique qui a été formidable. Et puis, ça a été aussi un compagnonnage avec Norbert d'Entresang, qui est un grand entrepreneur. Donc, ça a été aussi une chance de ce point de vue-là. D'être dans cette aventure, finalement, très tôt. Je fais partie de ceux qui ont construit cette aventure. Je suis pas le seul, évidemment, mais je fais partie de ceux qui l'ont construit. Et cette aventure aussi entrepreneuriale m'a professionnellement construit. Tu y as passé 20 ans. Tu as eu, je dirais, la trajectoire jusqu'au plus haut, président du directoire. Là aussi, avec le recul maintenant, qu'est-ce qui a été clé dans cette progression, en fait? Il y a eu des moments clés? Oui, il y en a eu quelques-uns. Alors, l'entreprise, au plan des chiffres, elle est passée de 300 millions, c'était septembre 95, donc 300 millions, et quand je l'ai quitté, on faisait 5 milliards. Donc, en fait, d'abord, ce qui est marquant, c'est cette espèce parce qu'on peut se dire 20 ans dans une entreprise, aujourd'hui, ça fait un peu dinosaure, mais en fait, c'est une entreprise qui s'est constamment réinventée, parce que, évidemment, ce qui fonctionnait à 300 millions marche pas à 1 milliard, et ce qui marchait à 1 milliard marche pas à 2 milliards, etc. Donc d'abord, c'est une espèce de réinvention permanente dans tous les domaines, assortie d'une espèce de constance. C'est ça avec le recul, c'est ça qui me frappe dans notre aventure, c'est que voilà, il y avait la quille du bateau qui n'a pas changé, vraiment pas changé depuis l'origine, qui doit beaucoup à son fondateur, entrepreneur fondateur. Norbert a su très vite faire de la place, c'est ça qui est assez remarquable dans son parcours. Cette espèce de constance qui est là, et en même temps de transformation permanente, parce que vous grandissez. Au départ, c'est une entreprise de transport. À partir de la fin des années 90, on rentre sur ce qu'on appelle la contract logistics, c'est les entrepôts. Vous êtes une entreprise assez franco-française, vous devenez un leader européen, puis vous commencez à devenir un leader mondial avec notre move aux États-Unis. Donc voilà, c'est cette réinvention permanente, et probablement que, pour ce qui me concerne, ce que j'ai amené dans cette entreprise, je pense, dans la durée, c'est une espèce de capacité à toujours garder le cap sur ce qui faisait nos différences. Dans un people business, c'est hyper important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent, vous êtes vous-même et différent. Et probablement que j'ai contribué à incarner, à faire vivre ça, non pas pour rester une ETI de transport, mais c'est ce que d'Entresang n'était plus à la fin, plus du tout, mais rester profondément ancré, garder une identité forte, et dont les gens se souviennent encore. Ce qui m'amuse et me touche parfois, c'est qu'il y a une nostalgie de ceux qui ont participé à cette aventure, alors qu'il y a aussi la nostalgie d'une forme de jeunesse. Vous avez toujours la nostalgie de vos 30 ans, de vos 40 ans. Mais pas que ça. C'est là aussi le sentiment d'avoir participé à quand même un truc assez particulier, quoi. Donc j'ai probablement été un de ceux qui a été le garant de ça. Puis après, j'ai pris des risques dans les différents rôles que j'ai assumés. Et je savais, sans que cela ait été vraiment énoncé entre nous, mais je savais qu'un jour, j'allais diriger cette entreprise. Je ne savais pas exactement quand, mais qu'à un moment, c'était un peu écrit, quoi. Et ça, je l'ai su assez tôt. C'est intéressant, ça, parce que souvent, je m'interroge sur la trajectoire et sur la question de l'ambition. C'est de dire, est-ce que tu te qualifierais comme quelqu'un d'ambitieux? Et donc, dès que tu es rentré dans l'entreprise... T'avais dans ta nature des qualités où tu t'es dit, à un moment donné, je veux diriger une entreprise? Ou est-ce que ça s'est fait plutôt par opportunité? Je pense que j'avais
l'ambition et peut-être un peu l'arrogance, tu vois, de quelqu'un qui a fait des bonnes études, qui est plutôt passé par les bonnes cases, vous voyez. Donc, qui peut donner le sentiment que, finalement, il est là, mais c'est normal. Et j'en croise des gens comme ça, vous voyez, à 30 ans, qui raisonnent super bien, qui sont brillants, etc., mais qui renvoient cette espèce de perception où, oui, c'est normal, je suis là, je suis là parce que c'est un peu indu. Je pense que j'étais un peu là-dedans. Donc, il y avait une forme d'ambition que je devais exprimer, mais de cette manière-là, et ce parcours chez Norbert Entre-Sangles m'a appris une forme d'humilité parce qu'il y a eu des périodes difficiles. Ce business est dur, c'est un people business à faible marge, très bataillé, etc. Donc je pense que ça m'a amené ça, une forme d'humilité. Et du coup, l'ambition, elle s'est renouvelée en fait. Et d'une ambition qui pouvait être au départ peut-être je veux être quelqu'un, et vous passez à une ambition qui est plus je veux être en charge de quelque chose. C'est assez différent. Et oui, vous n'arrivez pas à ce type de responsabilité sans ambition forte au départ pour vous-même, et après quand vous arrivez à la transformer en ambition pour ce que vous gérez, ce dont vous êtes en charge, là vous commencez à devenir un dirigeant correct. Mon parcours au départ aurait pu m'amener plutôt, vous voyez, dans le monde des corporates parisiens. Le hasard de la rencontre avec Norbert Entre-Sangles m'a fait, en fait, prendre un sillage qui était très entrepreneurial, en fait. D'Entre-Sangles, c'était vraiment une aventure entrepreneuriale. Je ne suis pas entrepreneur, mais j'étais dans le sillage. Donc, de cette manière, j'ai développé aussi ce type de comportement. Quand j'ai pris la tête de Socotec, je suis revenu dans ce monde parisien qui m'était très familier, en fait, mais donc j'avais un peu quitté parce que d'Entre-Sangles, c'était Lyon. Et ça m'a frappé, comme vous retrouvez des gens que vous avez croisés, voilà, qui ont 20 ans de plus. J'avais le sentiment d'avoir, que mon expérience était vraiment différente. Si j'étais resté dans un corporate à suivre le cursus honorum, comme on disait, vous recevez ce qui vous est dû et vous donnez pas beaucoup plus que la contrepartie de cela. Tu as mentionné quelque chose que je trouve intéressant, si tu pouvais le développer. Tu as dit dans un people business, ce qu'on appellerait aujourd'hui les valeurs, l'ADN, ce qu'il y a de plus fondamental. Tu peux nous préciser ça un peu. Je n'ai dirigé que des people business d'Entre-Sangles hier et Socotec aujourd'hui. Socotec, aujourd'hui, c'est 12 000 collaborateurs, donc c'est un people business de col blanc, d'ingénieur, mais ça reste un people business. Et en fait, quand vous dirigez ce type de business, vous opérez toujours sur deux plans. Il y a un plan qui est la gestion, la décision, etc., classique, et il y a un autre plan qui est l'incarnation. Dans la décision que je prends, dans la manière dont je me comporte, etc., et ce que j'incarne, ce que j'aimerais profondément voir dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le role model, en fait. Et c'est pour ça que dans un people business, c'est hyper important, quand vous êtes à la tête, d'être animé par cette envie d'incarner quelque chose. Je conçois tout à fait qu'on n'en ait pas envie, parce que c'est très consommateur d'énergie, en fait. Moi, il ne se passe pas une semaine sans que je sois, d'une manière ou d'une autre, dans un registre qui est purement un registre d'incarnation. En France, hors de France, enfin en Europe, aux États-Unis. Hier, j'étais en Italie. Voilà, il y a la moitié du temps qui est vraiment business review classique et l'autre moitié du temps qui est dans ce registre-là. Et moi, je pense profondément qu'une entreprise de service qui n'est pas incarnée, à un moment, elle commence à perdre de la substance, à dissoudre un peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est qu'est-ce que vous souhaitez voir comme comportement managérial dans votre entreprise, comment vous l'incarnez, et en quoi ce que vous incarnez est à la fois peut-être un peu différent de ce que feront certains de vos concurrents, pas forcément meilleur, mais différent, et en quoi ce que vous incarnez renvoie à quelque chose de très personnel. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui joue un rôle. Bon, j'arrive à un âge où 58 ans, où de temps en temps, j'ai des gens qui viennent me voir dans des moments où ils se préparent à des prises de responsabilité de CEO. Et généralement, ils ont coché les cases. Ils ont été patrons de business unit, ils sont pas là par hasard. Donc, tout ce qui a trait au réflexe de management et de gestion, ils savent le faire. Il n'y a pas de débat. Et l'échelle compte pas tellement. Vous avez géré un truc de 500 millions, vous saurez gérer un truc, alors peut-être pas de 100 fois plus grand, mais 4 fois plus grand sans problème. Fondamentalement, l'expérience qu'ils vont faire, c'est 3 choses pour moi. C'est la solitude. C'est ça, quand vous êtes CEO, vous êtes seul. C'est le côté physique du job, surtout si vous opérez sur des fuseaux horaires variés. C'est un job très physique. Donc il faut avoir la caisse et puis il faut s'occuper aussi de sa condition physique. Et puis la question de l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez rentrer ou pas, certains n'y arrivent pas, dans un costume qui au départ vous paraîtra plus grand que ce que vous pouvez assumer, d'où toujours la question de est-ce que je suis légitime, etc., le complexe de l'imposteur. Et ce costume, quand vous allez pleinement le remplir, ça veut dire que vous serez complètement à votre place et vous le remplirez pleinement uniquement quand vous serez pleinement vous-même. C'est ce que les anglo-saxons appellent purposeful. Vous êtes pleinement vous-même, donc très impactant.
Voilà, et on sent bien, on a tous croisé des dirigeants où, voilà, vous dites, cette personne-là impacte. C'est pas simplement qu'il prend des bonnes décisions, qu'il raisonne bien, qu'il a de l'expérience, etc. Bien sûr qu'il faut avoir tout ça. Sinon, évidemment qu'on n'est pas en capacité d'impacter. Mais vous voyez, c'est vraiment les 3 dimensions, moi, que je retiens. Et sur ce dernier point de l'incarnation, il est très particulier parce que il a beaucoup à voir avec des dimensions personnelles. Et donc, il peut être aussi un peu transformant sur sa propre personne. C'est ça qui est spécial. Je trouve le sujet très intéressant parce que déjà sur le côté people business, moi c'est la situation que je vis. Je te disais, bon, on est une entreprise de service, souvent, et c'est une phrase que je reprends d'ailleurs d'un confrère, chez nous le goodwill il prend l'ascenseur tous les jours, donc le côté people est extrêmement fort. Et sur ce sujet spécifiquement de l'incarnation, quand moi j'ai pris mes fonctions, dans une profession qui n'avait pas forcément un leadership très incarné, on a fait ce choix justement avec mes associés de dire on va changer un peu la façon dont le management est incarné dans cette profession, et on a vraiment fait le choix pour le coup à la fois d'être un peu disruptif, mais voilà, d'un mode de management différent, avec une très forte incarnation, un projet d'impact. On est devenu société à mission, on a mis la transition écologique au cœur du projet, et on a vraiment pris la parole sur ces sujets, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui se faisait dans la profession. Et aujourd'hui, je suis assez convaincu que finalement le rôle du CEO c'est celui-là maintenant, en fait, qu'il a peut-être évolué par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un dirigeant jusqu'à aujourd'hui, mais que pour la motivation des équipes, le sens, etc., le CEO a besoin d'incarner, a besoin d'être vraiment lui-même dans l'entreprise et de ne pas avoir un double rôle. Alors quand vous avez été, comme je l'ai été, dans une entreprise familiale pendant longtemps, pendant 20 ans, enfin entreprise à actionnariat familial, ces questions d'incarnation, elles sont... C'est le propre d'une entreprise actionnaire familiale qui fonctionne bien. C'est sa force, c'est d'abord ça. C'est une incarnation forte. Donc finalement, quand vous êtes dans ce type d'entreprise, cette dimension-là, elle est tellement naturelle, évidente que vous posez pas la question. Quand vous quittez ce monde-là, là, la question revient assez fortement. Pour rebondir sur ton point, je pense que ce qui est particulier à l'époque et qui va dans ton sens, c'est la question de la visibilité personnelle. C'est-à-dire comment on fait en sorte que cette incarnation qui est pour moi une constante du leadership en général. De la fonction même. Oui, mais dans l'entreprise, comment cette question d'incarnation qui a toujours été là, je veux dire, on n'a rien inventé, c'était pensé dans le monde grec et romain, ces questions-là. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on soit amené à sans arrêt devoir, ou pas d'ailleurs, prendre la parole, incarner, et où est l'équilibre entre j'incarne mon entreprise et je la rends visible et attractive sans pour autant dire des choses qui soient à 180 degrés par rapport à la réalité de mon entreprise, donc avec une forme de devoir de sincérité. Et puis, comment j'évite que cette visibilité-là ne devienne plus qu'une visibilité personnelle. Oui. Moi, j'ai toujours beaucoup de distance quand je sens, et je parle là de grandes entreprises du CAC 40, je ne parle pas évidemment d'entreprises comme Socotec, quand je sens qu'à un moment, le dirigeant devient presque plus connu que l'entreprise. Là, il y a un truc qui, de mon point de vue, est un peu dysfonctionnel. Cette question d'incarnation qui a toujours été une question centrale du leadership, je pense qu'elle est un peu plus complexe aujourd'hui parce que la visibilité personnelle est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je suis aussi assez prudent, même si on l'incarne, je vais te dire, dans les prises de parole, dire avant tout, je parle de BDO et pas de moi. En fait, c'est un sujet, c'est quand même l'entreprise. Donc c'est la limite de ton exercice là. Un petit peu, ouais. Mais c'est un podcast de BDO France. Très bien. Donc en 2015, tu rejoins le groupe Socotec. Si on passe un petit moment là-dessus, est-ce que tu peux nous présenter le groupe et réellement ce que tu fais ? En fait, j'ai quitté le 4 septembre 2015 Norbert Dentressangle suite à la vente qu'on a opérée au printemps à un opérateur américain qui s'appelle XPO. Ça a été une petite mort pour moi, mais aussi une renaissance, puisque ça a été l'occasion de me réinventer un peu professionnellement. Et ça s'est traduit par l'aventure Socotec pour moi qui a démarré en septembre 2016. Il y a maintenant plus de 7 ans, 7 ans et demi. Alors, Socotec aujourd'hui, c'est une entreprise qui va faire cette année en 24 1,4 milliard à peu près, qui opère dans 26 pays, mais à travers principalement 7 plateformes qui concentrent 95% du chiffre d'affaires et des effectifs. Donc, ces plateformes sont en Europe et aux États-Unis. Notre métier, c'est de garantir la maîtrise des risques et la compliance et la performance dans le monde de la construction et des infrastructures,
pour le compte, on va dire, du maître d'ouvrage. Donc on n'est pas du côté de la maîtrise d'œuvre, on est du côté de la maîtrise d'ouvrage. Et le geste classique de Socotec, c'est un geste d'inspection pour, d'une part, vérifier la conformité des installations électriques, éventuellement apporter une dimension conseil. Et cette inspection sera nécessaire par rapport à des garanties d'assurance, en fait. Donc c'est vraiment ça, on va dire, l'écosystème de base de Socotec. À partir de cette position, on a développé énormément de prestations. On opère dans une industrie qui est celle du TIC, Testing, Inspection, Certification, c'est comme ça qu'on nous dénomme, qui a un marché à peu près de 200 milliards, donc c'est un marché assez important, avec quelques grands acteurs cotés, SGS, Bureau Veritas, pour citer des noms qui peuvent être connus par vos auditeurs. Voilà. Et nous, on a ce site spécifique qu'on est concentré sur ce que j'appelle l'asset integrity, l'intégrité de l'asset dans le building et les infrastructures. C'est vraiment un métier d'ingénieur. Sur mes 12 000 collaborateurs, j'ai plus de 6 000 ingénieurs. Et c'est un métier qui repose d'abord sur une expertise technique profonde et une accumulation d'expérience qui crée en fait la valeur du regard Socotec sur un ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, on en a, à force de voir les choses, d'analyser les risques, évidemment, on développe une expertise forte. Donc ce milliard 4, il est à comparer fin 2016 à 500 millions. Donc quand je rejoins l'entreprise, elle fait 500 millions. Elle est à 90% basée France. Tu fais plus que doubler de taille en 7 ans. Ouais, voilà. On n'est pas loin du triplement maintenant. Ouais. Et donc 90% basée France, là où aujourd'hui la France fait à peu près 48%, et une rentabilité qui nous mettait plutôt dans le ventre mou du classement. Là où aujourd'hui on a un niveau de rentabilité qui nous situe dans les dans les best in class de notre industrie. Donc on a très significativement progressé au plan de la rentabilité, plus fortement que sur le chiffre d'affaires. Ça s'est fait par une grosse transformation en France en 2017-2018. Et ça s'est fait aussi par des acquisitions nombreuses. On a fait plus de 60 acquisitions sur cette période, donc c'est beaucoup. On est maintenant sur un rythme d'une dizaine d'acquisitions par an, dans un secteur qui est très fragmenté. Voilà. Et donc la conséquence de tout cela, c'est un Socotec aujourd'hui qui fait 1,4 milliard, qui est revenu dans le top 10 de cette industrie avec un positionnement très spécifique. Il n'y a pas vraiment de comparable. On est le seul acteur qui se concentre comme ça sur le monde du building et des infrastructures et de l'industrie. Et donc un déploiement géographique fort. On a 6 000 collaborateurs en France, 2 000 en Grande-Bretagne, plus de 1 000 en Allemagne, environ 1 000 en Italie, 600 aux États-Unis. Il faut donner un peu les ordres de grandeur. Donc, un équilibre géographique qui nous rend beaucoup plus résilients. L'actionnariat de Socotec aujourd'hui ? Alors, Socotec, c'est une entreprise qui a un actionnariat financier. C'est une entreprise en modèle BO assez classique, avec en majoritaire Cobepa. Cobepa, c'est une société d'investissement détenue par des familles, on est plutôt dans le monde du capitalisme belge, donc belge, flamande et britannique, qui confient à Cobepa le soin d'investir dans le non-coté. Donc ce sont des investisseurs financiers qui opèrent depuis Bruxelles et New York, mais qui n'ont pas d'horizon prédéfini de sortie. Donc ça leur donne plutôt une orientation long terme. En tout cas, ils n'ont pas de timing. Dans 4 ans, il faut que tu aies fait... Voilà. Alors bien sûr qu'on a un business plan. Enfin, l'intérêt du private equity, c'est d'abord de permettre à une entreprise d'accélérer. Donc dans le cas de Socotec, ça a été assez salutaire. C'est une entreprise qui commençait à rentrer dans une forme de déclin quand je l'ai rencontrée. Donc Cobepa en majoritaire et Clayton, Dubilier Rice en minoritaire. CD&R, on est dans le monde là du private equity américain, c'est un nom très connu aux États-Unis, très respecté, qui est actionnaire à hauteur de 30% depuis 2019. Cobepa est avec nous depuis 11 ans, donc depuis 2013, et CD&R depuis 2019. Qu'est-ce que les actionnaires sont allés chercher chez toi? Enfin, en quoi tu qualifiais pour ce rôle? Enfin, passer de toutes tes expériences jusqu'à là, un service, un autre métier encore? Oui, c'est clairement un autre métier. Maintenant, il y a des éléments de business model qui sont vraiment comparables. Business services, people business. Alors, d'un côté, c'est des cols bleus, de l'autre côté, c'est cols blancs, mais fondamentalement, ça reste un people business. Et en fait, le point très important dans un people business, c'est toujours dans les décisions de peser ce qui fait sens au plan des marchés, au plan de la rationalité, on va dire, et ce qui fait sens au plan de l'engagement. Donc toujours avoir cet équilibre dans les décisions. Donc être sensible à la question de l'engagement des équipes. Donc business services, people business opéré de manière hyper décentralisée. C'est un métier très granulaire. L'unité de base, c'est une agence de 20 personnes. Et puis on avait des enjeux de M&A forts.
ce que, évidemment, j'avais beaucoup pratiqué chez d'Entresangles, puisqu'on était passé d'une entreprise française à une entreprise réellement internationale. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui a fait que nous nous sommes rencontrés. Après, c'est une affaire je dirais, de fit avec les actionnaires. C'est une affaire de connexion aussi avec l'entreprise. Est-ce que vous allez réussir à l'incarner? C'est des choses moins faciles à mettre en équation, ouais. Par rapport à donc la croissance que tu as eue avec l'entreprise depuis que tu en as pris la responsabilité, j'imagine mix croissance organique, mais aussi beaucoup d'acquisitions. Les acquisitions, c'est pas forcément simple, je dirais. Et la raison pour laquelle je vais te poser cette question, c'est que, moi, quand j'ai pris mes fonctions avec mes associés, on a décidé de faire de la croissance et donc on a équilibré notre BP avec 50% organique, 50% croissance externe. Et en 3 ans, on a fait 11 acquisitions. Et donc, je vois aujourd'hui quand même ce que c'est d'arriver à sourcer les deals, de les négocier, qui plus est dans un métier de partnership où il y a des people, Je vois assez bien, on reprend souvent des partnerships. Et ensuite, les problématiques d'intégration, de création de valeur, c'est pas un processus simple. Quelles sont les clés pour toi un peu de cette stratégie? Sur le M&A, alors d'abord, nous, dans notre rythme de croisière, donc en gros, depuis 2016, à l'exception de 2017, à l'exception de l'année du Covid, évidemment, on est sur des rythmes de croissance plutôt autour de entre 10 et 15%. Donc, on modélise autour de ça. Et pour 2 tiers liés à la croissance externe, 1 tiers lié à la croissance organique. On a atteint nos objectifs business plan 2024 avec 1 an d'avance. Et du coup, on s'est remis en mouvement sur une nouvelle cible à horizon 2028. Ce qu'on a mis sur les fonds baptismaux à l'automne dernier. Donc, on est parti maintenant dans cette séquence 2028 et on a modélisé exactement comme ça. Simplement avec un peu plus de croissance organique, 5-6 et 7-8 en M&A. Donc, en proportion, on fait un peu plus de M&A de croissance organique. Sur le M&A, d'abord, c'est le temps qu'on y accorde. Moi, j'avoue que entre la rencontre des cibles en amont, parfois la négociation, mais pas tant que ça, mais parfois, et le suivi en aval, c'est dans mon agenda, c'est 1 tiers de mon temps. C'est beaucoup de temps là-dessus. C'est aux dirigeants, aux CEO de donner le tempo là-dessus. Si c'est un sujet vraiment important et stratégique et s'il y a un potentiel de création de valeur important, ce qui était le cas, il faut y consacrer le temps nécessaire. Donc la question des moyens d'engagement est très importante. Ensuite, il y a la capacité à organiser un réseau. Oui, il y a les banques d'affaires, évidemment, qui sont là. On est dans 26 pays, mais il y a 7 pays principaux, ce que j'appelle les plateformes. On a vraiment un réseau, à la fois nos équipes qui remontent des opportunités, mais aussi des boutiques M&A, donc faire vivre un écosystème en fait autour du M&A dans votre entreprise. Ça, c'est un deuxième levier très important. La troisième chose, c'est évidemment d'avoir une stratégie et des éléments de culture d'entreprise qui soient à la fois compréhensibles pour des gens qui sont en dehors et qui soient, autant que faire se peut, attractifs. Qu'est-ce qui fait que, oui, bien sûr, la valo va compter, mais au final, quand même, ce qui déclenche le mouvement, c'est avec qui j'ai envie de discuter. C'est le projet industriel. Est-ce que je comprends le projet? Est-ce que j'ai une image de cette entreprise, etc. Donc, de ce point de vue-là, on a une spécificité de profil et de trajectoire qui probablement nous rend un tout petit peu différents. Voilà. Et puis, le 4e point, c'est si dans la manière dont vous vous comportez, dans les premiers contacts, les discussions, vous incarnez exactement l'inverse de la manière dont vous voulez être perçu. C'est-à-dire, vous dites, je suis une boîte entrepreneuriale et je vais vite et je prends des risques, etc. Et puis qu'en pratique, sur le M&A, c'est un mouvement très lent, perçu comme très bureaucratique par éventuellement des petites entreprises qui ont des modes de fonctionnement complètement différents. Là, probablement, vous allez avoir du mal à faire vivre cette ambition M&A. Donc la difficulté pour le M&A dans une grosse organisation, Socotec commence à être une relativement grande organisation, c'est pas gigantesque, mais ça commence à devenir un peu significatif, c'est que par essence, le M&A, ça bouscule tous les agendas. Par essence. Il faut avoir cette flexibilité-là. Vous pouvez pas dire, non, là, c'est pas le moment, repasser dans 15 jours et on se verra. Ouais. Donc et ça, je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. C'est-à-dire qu'on surprend par la vitesse, l'agilité, la capacité à se rendre disponible au bon moment. Je me permets la question, tu n'es pas obligé de me répondre. Elles ont toutes fonctionné, tes acquisitions? Alors, parce qu'il y a beaucoup de littérature qui dit que la croissance externe, c'est pas forcément C'était le dernier commentaire que je voulais faire, c'est qu'il n'y a pas de recette. C'est que de l'intelligence de situation. Il n'y a pas le one size fits all. Ça, c'est en M&A, ça marche vraiment, vraiment pas. Donc la question du temps qu'on passe pour comprendre, ça peut paraître idiot, mais parfois, on se dit, après 1 an, finalement, on n'avait pas tout à fait compris l'entreprise qu'on a. Ce qu'elle faisait.
ce qu'on a racheté. Voilà. Et il faut avoir aussi cette humilité-là en disant, si on rachète cette entreprise, même si elle est significativement plus petite que nous, c'est qu'a priori, elle sait faire des choses qu'on ne sait pas faire. Premier point. Et deuxième point, on va quand même prendre le temps de la comprendre. Et sur les 60 acquisitions qu'on a faites, premier point, on n'a pas fait d'erreur magistrale. C'est-à-dire quand vous faites beaucoup d'acquisitions, vous pouvez à un moment reprendre une entreprise qui est vraiment, vraiment très mauvaise. Ça arrive. Nous, ça nous est pas arrivé. Il y a une forme de discipline collective, je pense. Puis il y a aussi un peu de facteur chance, mais je pense qu'on a une assez bonne discipline, c'est-à-dire qu'on a des étapes de validation entre nous, etc. Je me méfie toujours quand tout le monde pense pareil par rapport à une situation. Généralement, c'est beau rentrer dans une zone de risque. Donc c'est bien d'avoir, face à une opportunité, faire en sorte qu'il y ait des points de vue contradictoires, pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas de gros angles morts que vous n'avez pas vus. Donc on n'a pas fait d'erreur magistrale, au sens des entreprises de très mauvaise qualité. Il y a 2-3 acquisitions, si elles étaient à refaire, que je ne referais pas. Même si, ça fonctionne. Pour quelle raison? Sans rentrer trop dans le détail. Parce que parfois... Problème de culture, Non, ROI, c'est plutôt... Nos métiers sont très managériaux. Et là, le M&A est très présent dans la vie de l'entreprise. Moi, j'en profite toujours pour communiquer sur l'entreprise de manière positive. C'est un moyen assez génial, en fait. Vous faites une acquisition, hop, vous avez des projecteurs. Bon, et j'explique toujours aux équipes, je ne le fais que pour ça, mais la croissance organique a beaucoup plus de valeur, en termes de création de valeur. Oui. Donc la difficulté, c'est justement de réussir à faire vivre une ambition de croissance organique forte, ce qui est vraiment le cas, parce que cette année, on fait 8%, ce qui est vraiment bien en 2023, tout en étant très présent sur le M&A, et le M&A attirant souvent plus les projecteurs. Et de temps en temps, ça peut vous amener, vous pouvez avoir des leaders business très bons, qui sont pas tout à fait dans vos axes stratégiques principaux, vos géographies principales, et qui à un moment vont dire « Oh là là, mais si moi je fais pas de M&A, ça veut dire que je suis pas reconnu ». Et donc, ça peut vous arriver de faire un mouvement M&A un peu pour donner un gage managérial, un leader business qui est bon et que vous voulez voir continuer à s'engager dans votre entreprise. Et ça m'est arrivé. Il y a 2 mouvements, je suis caricatural, mais il y a 2 mouvements quand je les relis, on est un peu plus là-dedans. C'est plus la rationalité, forcément. Ouais, c'est pas tout à fait. Je vois, ça fait pas un sens incroyable par rapport à la trajectoire de la boîte. Par contre, c'est une manière un peu de. Alors, c'est des petits deals, mais sur le M&A, c'est vraiment une affaire de disponibilité et de flexibilité, parce que par définition, il faut savoir être très opportuniste. Il faut être là au bon moment, dans le bon timing. C'est une affaire de lisibilité stratégique très claire, où votre histoire vous puissiez l'énoncer en 3 minutes, quoi. Voilà, qui on est. Et après, il y a votre capacité et la capacité collective, en tout cas du groupe de leadership, à incarner fortement l'entreprise dans son identité. Ça frappe toujours les gens qui nous rejoignent. Ils parlent à des personnes différentes, mais ils ont l'impression de voir une très grande cohérence. Ça c'est assez puissant, vous voyez. D'avoir le sentiment de dire, bah oui, je vais rejoindre un collectif qui a une vraie consistance. Voilà. Donc ensuite, c'est beaucoup de temps sur l'intégration, beaucoup d'attention aux détails. Moi, le principe que j'ai sur l'intégration, c'est que on a une espèce de roadbook de 6 mois. Donc, voilà, en 6 mois, il faut qu'on ait fait un certain nombre de choses. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez processé. Et je m'implique au démarrage et à l'arrivée pour les petites cibles et sur les plus importantes, je suis là sur tous les points de passage. Et il y a des choses, évidemment, qu'en 6 mois, vous n'allez pas réussir à régler, l'IT, la marque, etc. Mais il faut qu'au bout des 6 mois, on ait une nouvelle feuille de route sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on soit clair. Je rachète l'entreprise X, il faut qu'au bout de 6 mois, j'ai fait ce que je dois faire en 6 mois, c'est-à-dire, en gros, brancher les tuyaux, générer les opportunités business, mis en place le reporting, vous voyez, et que je sois clair avec l'entreprise rachetée sur, voilà, ta marque, on va la changer à tel horizon de temps. C'est quoi ta stratégie, d'ailleurs, sur la marque? C'est une marque totale? Ouais. Oui, parce que on a la chance, nous, d'avoir ce positionnement marché assez différenciant. Donc, en gros, toutes nos plateformes servent les mêmes marchés. Donc, la marque, il faut qu'elle porte ça. Donc, on a un enjeu en France, la marque est très connue. Hors de France, c'est bien sûr un enjeu de visibilité. Première chose. Et ensuite, c'est quand même un levier d'attractivité dans un monde où sur les ingés et les techniciens aussi, d'ailleurs presque plus les techniciens que les ingés, il y a vraiment une bataille des talents. Donc, oui, je crois profondément au fait que quand vous arrivez à construire une marque, c'est un actif immatériel dans un people business qui a une valeur considérable. Mais un sujet quand même assez complexe en M&A, parce que là, on touche l'émotionnel. Quand tu rachètes quelqu'un mais ça, c'est aussi la vertu de l'expérience. Ces choses-là, je les dis tout de suite. Je dis pas,
votre marque, on va, de manière un peu française et arrogante, on va la bénir au bout de 6 mois. Non, elle a de la valeur. D'ailleurs, souvent, on l'a valorisée dans le goodwill, etc. Mais le projet, c'est que vous contribuiez au projet industriel global et donc à terme, au renforcement de la marque. Voilà, à terme, voilà. Si la marque vous pose un problème dans 2 ans, dans 3 ans, ça veut dire soit on s'est trompé sur ce qu'on a racheté, soit on a loupé un truc. Parce que sur ces sujets-là, ce que je dis toujours aux équipes, c'est au final, le commercial de base, est-ce qu'il est plus fort quand il a la marque Socotec sur sa carte de visite ou est-ce qu'il est moins fort? Si au bout de 2 ans on dit c'est plutôt un handicap, je peux vous dire, c'est pas qu'un problème de marque. Ça renvoie à d'autres questions. Ouais, je suis d'accord. Je commence les projets de croissance externe en disant, finalement, il y a 3 fondamentaux. Il y a la marque, il y a la mission et il y a le risk management. Si on est d'accord sur ces 3 sujets, on peut commencer à discuter. D'accord. Si on n'est pas d'accord là-dessus, ça sert à rien, on peut s'arrêter là. L'ambition à 2028 pour Socotec? Alors, l'ambition, c'est de conserver notre rythme de croissance autour de 12-13% de CAGR. En fait, ce qui revient à dire qu'à horizon 28, l'entreprise, elle sera plutôt à 2,4 milliards. Comme ce plan, on l'a fait début 2023, on parlait de doublement de taille, mais entre-temps, on a accéléré. Donc voilà, on veut amener l'entreprise à 2,4 milliards, à comparer à 1,4 milliard en ambition budget 24. On va améliorer notre rentabilité, mais beaucoup moins fortement que ce qu'on a fait sur la première période. Donc c'est plus un projet de croissance qu'un projet d'amélioration intrinsèque de performance. Deuxième point, l'équilibre géographique, on va un peu le modifier au sens où j'aimerais que les États-Unis représentent à terme 20% de l'ensemble, là où c'est 10 aujourd'hui. Donc c'est amener les États-Unis autour de 500 millions de dollars, donc c'est une ambition assez forte. Et la France, taux à 40%, je disais qu'on était à 48%, donc ça veut dire continuer à internationaliser Socotec. Et on va garder ce focus building infrastructure, intégrité de l'asset, mais en y mettant de plus en plus de data et d'IA. En France, clairement, Socotec a des tonnes de données. Socotec n'est pas une PropTech, mais Socotec a la première base de données bâtimentaire de France, ça, c'est sûr. Tous les immeubles de la Défense, on les a touchés, tous. En fait, la question, c'est comment on approfondit ce positionnement en y mettant plus de data et potentiellement, on pourrait penser à une IA générative Socotec, compte tenu de nos métiers. Notre métier est un métier qui suppose du knowledge management. Nos ingés et nos techniciens, ils managent de la donnée en permanente. Donc, comment on peut progresser là-dessus, ça, c'est une vraie question. D'excellentes perspectives. Si on en revient à toi, ton rôle de dirigeant, sur les sujets d'équilibre vie pro, vie perso, l'épanouissement du dirigeant, une question qui, moi, m'a beaucoup occupé l'esprit à un moment donné et sur laquelle j'ai évolué parce que je posais souvent la question vie pro, vie perso et finalement, je me suis demandé à un moment donné si c'était la bonne question ou finalement, si on veut scinder le pro et le perso, c'est peut-être qu'il y a déjà un sujet sur l'épanouissement au travail. Quel est ton point de vue là-dessus et notamment pour un dirigeant? Tu le disais, c'est un travail qui est physique, la responsabilité, du stress, de la solitude, des voyages. Comment tu gères ça, toi, personnellement, et quel est ton point de vue, et puis quels sont éventuellement tes exutoires, enfin tes moments où tu relâches? La première question, c'est d'être clair sur qu'est-ce qui apporte du plaisir dans ce qu'on fait. Moi, j'aime être en charge, j'aime incarner mon entreprise, j'aime avoir le sentiment de créer de la valeur au sens large. C'est-à-dire que oui, je suis plutôt compétiteur, donc j'aime bien que mon entreprise elle soit au plan de la performance vraiment dans le top. Mais au-delà de ça, avoir le sentiment d'avoir un collectif qui progresse, tout ça, c'est quelque chose auquel je suis ultra sensible. Et pour avoir vécu une période pas très longue de quelques mois où j'ai pas eu ça, à la fois on est content de poser le sac à dos et en même temps très vite, il me manque quelque chose. Voilà, je suis assez conscient de tout ce que ça m'apporte en fait, tout ce qu'apporte l'exercice du pouvoir en fait. Voilà, ce qui est intéressant dans la période dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est d'embarquer une entreprise aussi très française dans une trajectoire internationale, avec tout ce que ça suppose comme capacité à opérer, jouer avec les fils culturels. Ça, je trouve, c'est passionnant. Qu'est-ce qui fait que quand on est en désaccord avec des managers d'une autre nationalité, qu'est-ce qui vient d'un vrai désaccord? Qu'est-ce qui vient juste d'un écart de compréhension lié à nos fils culturels réciproques? Ça, je trouve, l'Europe est d'une complexité dingue de ce point de vue-là, et cette complexité est passionnante. Voilà, donc à travers l'aventure Socotec, j'ai aussi le sentiment, microscopique échelle, de faire aussi avancer le schmilblick d'une forme de construction qui va au-delà du territoire français. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. J'ai eu du mal à diriger une entreprise
franco-française, je me rends compte. J'aime bien ce côté, se confronter à d'autres cultures, à d'autres visions, etc. Donc tout ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Évidemment, la difficulté, c'est l'équilibre perso-pro, ça n'a pas grand sens que vous êtes dirigeant. Ce qui est pénible pour votre environnement personnel, c'est que vous n'êtes jamais débranché. Je pense que celui qui prétend le contraire est un menteur. Et donc, c'est avoir des routines qui vous permettent de débrancher. Donc, j'ai rien de vous inventer. Moi, c'est le sport. OK, bon, voilà. Donc, ces routines-là ont beaucoup d'importance. Et puis, être capable d'utiliser votre énergie à autre chose que simplement ce dont vous êtes en charge. Il y a des moments où vous y arrivez bien, puis des moments où vous n'y arrivez pas. Voilà. Mais toujours se souvenir que c'est quand on a ce type de responsabilité, si on les assume, c'est qu'on est capable de le faire, mais c'est aussi un privilège, il y a aussi de la chance là-dedans, que ça vous amène généralement à avoir des conditions matérielles très confortables, et aussi beaucoup de satisfaction qui embarque le côté sac à dos qu'il faut reprendre tous les matins, quoi. Tu as des moments de doute? Souvent, le dirigeant, dans la manière dont on l'incarne, dans la manière dont on communique, doit incarner l'inverse de cela. Voilà. Mais derrière, est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments en me disant, là, est-ce que j'ai bien maîtrisé? Et donc, de fait, un stress sur certains sujets, certaines décisions? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et c'est ce que les gens ont du mal à percevoir, ça, généralement. Oui, c'est très contradictoire. Vous avez, par définition, un dirigeant, c'est assertif. Ça doit l'être. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à cette tête de cette entreprise, ça m'a fasciné parce que Socotec, notre métier de base, c'est la prévention du risque. Et la manière dont l'entreprise était dirigée faisait qu'il y avait une espèce d'état d'esprit risque adverse absolument partout. Alors, face à une acquisition, il y a 50 raisons de ne pas la faire. Et il faut quand même que le dirigeant, il embarque tout le monde pour la faire, s'il considère que c'est une bonne décision. Et donc, ça m'a amusé de me retrouver dans une situation où je devais surjouer l'assertivité pour embarquer. Ça correspond probablement à mon tempérament. J'ai la chance d'être, je suis intuitif et je fais confiance à mon intuition. Et donc, j'ai à la fois souvent des doutes sur est-ce qu'on va y arriver, est-ce que je vais y arriver. J'ai très rarement des doutes sur mes décisions. Et en fait, je pense que l'équilibre, chacun trouve son équilibre, mais quand vous dirigez une équipe, elle a besoin de sentir que le cap, il est clair et qu'il n'y a pas de doute sur le cap. Qu'après, vous ayez des doutes sur des situations, c'est très différent. Sur la manière d'y arriver. Ça, c'est très différent. Et quelqu'un qui je crois que c'était François Dalle qui disait, un directeur général qui s'inquiète pas m'inquiète. Je suis assez d'accord avec ça. Quand je vois autour de moi trop de certitudes, soit parce que la boîte va bien, les chiffres sont bons, tout le monde vous dit que vous êtes très beau. Et là, c'est le début des emmerdes. Donc voilà, c'est trouver ce bon équilibre entre l'assertivité, dire on va là et on va y arriver. Et le cap, il est clair, il y a zéro doute là-dessus. Et ça, je l'ai vraiment appris auprès d'un entrepreneur, la force du cap. Vous voyez, dire on va aller là et on va y arriver. Et en même temps, être dans le doute systématique, mais presque comme une hygiène personnelle, en disant sur vos décisions, sur la manière dont vous allez dans la direction que vous avez énoncée. On va s'arrêter, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Hervé. Merci pour cette séance d'introspection. Voilà, c'était très intéressant, inhabituel. Très inspirant. Je te souhaite le meilleur et le meilleur pour Socotec. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc à ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Arnaud. Hervé. À bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.